Voilà, mesdames et messieurs, merci de vous être rendus disponibles à cette heure originale pour un point de presse. Vous le savez, ce matin, j'ai déposé ma démission auprès du gouvernement genevois, du Conseil d'État genevois, auprès de mes collègues. Et je les ai donc informés de ma décision de quitter le Conseil d'État. Très concrètement, je te dis déjà, pour que les choses soient claires, je n'ai aucun problème de santé, il n'y a aucune précipitation dans cette décision, c'est une décision mûrement réfléchie, j'y reviendrai, mais ça veut aussi dire concrètement que je reste en poste et pleinement actif jusqu'au dernier jour, jusqu'à la remise des clés à mon successeur, ma successeur, qui devra être désignée par le peuple. Donc, après, il y aura certainement une réorganisation gouvernementale, mais bref, tout ça nous mène à cet automne. La chancellerie vous communiquera les dates, on pourrait, je ne les ai pas en tête, mais vous allez recevoir les dates du premier tour, du second tour. Cet arrêté a été pris ce matin par le Conseil d'État. Donc, pourquoi est-ce que je démissionne? Tout simplement parce que j'estime que j'ai fait mon temps. J'arrive à la fin d'un cycle politique qui est fait pour moi, durant cette dernière année notamment, de plusieurs succès ou du moins réussites dans l'atteinte d'objectifs d'étape qui concrétisent fondamentalement mes engagements dans le programme législature. Donc, globalement, aujourd'hui, j'ai accompli au sein du département l'essentiel des réformes que j'entendais mener durant ce mandat et qui figurent noir sur blanc dans le programme de législature du Conseil d'État. En politique, on n'a jamais complètement fini, il y a toujours des choses à faire, mais en ce qui concerne vraiment les objectifs du plan climat, la loi sur l'énergie, le plan d'arborisation, la loi sur les eaux, le plan de stratégie sur la biodiversité, le crédit de 50 millions pour les infrastructures écologiques, le crédit sur les PFAS, on parle de beaucoup de matières environnementales, mais ça s'accompagne aussi, vous le savez, de l'avènement des nouveaux quartiers, mais pour lesquels la matière légistique est relativement stable. Tout cela, c'était ce pourquoi je me suis représenté pour un troisième mandat, et tout cela est globalement soit fait voter, soit en voie de l'être. Donc, à partir de là, j'estimais arrivé à la fin d'un cycle politique, aussi d'un cycle personnel, et je me suis posé plus intimement la question de pourquoi rester. Et je dis que c'est une question intime parce qu'elle est à la fois institutionnelle, évidemment, et elle est aussi intime dans le rapport que chaque élu a par rapport au pouvoir, en fait. Pourquoi être au pouvoir? Pourquoi est-ce qu'on brigue ses postes? Et pour moi, le dilemme était que finalement, mon cycle politique de réalisation des choses qui m'importent et ce pourquoi je m'engage, eh bien, ne correspond pas au cycle électoral, puisqu'il y a eu une élection il y a en gros 2 ans et demi, puis il y a une autre élection théoriquement dans 2 ans et demi. C'est vrai que c'est un dilemme. C'est comme si vous prenez un train intercity, puis vous devez descendre entre 2 gares. Est-ce qu'on descend trop tôt? Est-ce qu'on descend trop tard, entre guillemets? Et pour moi, la réponse qui me paraît la plus saine et la plus respectueuse du corps électoral, des gens qui m'ont élu, des institutions, a été de conclure que c'est malsain de rester pour rester. Dans la mesure où, comme élu, on estime qu'on a fait ce qu'on pouvait faire avec ses succès et ses échecs. La politique n'est pas quelque chose de parfait, donc, mais qu'on estime qu'on est arrivé à une étape sur laquelle, eh bien, si on reprend une autre étape, ce sera un peu rester pour rester sur une fin de législature, sans grande réforme. Je trouve que ce n'est pas respectueux de l'institution, ce n'est pas respectueux du poste, et dans ce cadre-là, je préfère m'en aller pour laisser la place à de forces vives. C'est une réflexion qui, je ne vous le cache pas, qui a pris du temps chez moi, pour résoudre un peu ce dilemme d'éthique, ce dilemme personnel, ce dilemme aussi de respect des institutions, et je suis vraiment arrivé à la conviction profonde que c'est ce qu'il y a de plus respectueux pour Genève, pour les institutions, en sachant que ce choix m'a amené à quitter vraiment en mi-législature. Donc, il y a un travail qui a été fait. Je pourrais vous redétailler, je ne vais pas être trop long maintenant, mais sur ce qu'on a pu faire ces 2 ans et demi.
Mais ça laisse quand même 2 ans et demi, une demi-législature à mon successeur pour vraiment rentrer dans le costume. Ce n'est pas une démission 6 mois ou 12 mois avant la fin. Et puis, bien évidemment, j'ai attendu la fin des élections municipales pour ne pas perturber le processus électoral. C'est des choses qui, comme vous le voyez, ont été réfléchies comme telles. Maintenant, je le disais, ce n'est pas sans émotion. Mon engagement comme élu date. Ça fait maintenant 28 ans que je suis élu par le peuple genevois, 10 ans au Grand Conseil, 6 ans au Conseil national, pratiquement 12 ans maintenant, ça fera 12 ans en fin d'année, puisque tout ça va nous amener sur la fin de l'année pour le Conseil d'État. C'est une longue période de ma vie, c'est un engagement que, en l'entamant, je n'avais pas pensé qu'il serait aussi long, aussi prenant, aussi important dans ma structure personnelle. Je sens aussi pour moi qu'il est temps de passer à autre chose. J'ai toujours vu la politique comme un momentum, non pas comme une carrière, à vrai dire, mais comme un moment où on s'engage. Alors le moment était finalement assez long pour moi. C'est temps aussi pour moi d'avoir un peu plus d'attention à l'égard de mes 3 enfants, mon épouse, mes amis. La politique isole, la politique prend la tête, prend du temps, prend de l'agenda. C'est aussi, c'est pas seulement l'agenda d'ailleurs, on sous-estime complètement la charge mentale permanente que celle d'avoir la responsabilité qui sont les nôtres, toute proportion gardée, petit canton d'un petit pays, mais quand même. Et cela aujourd'hui me porte à un énorme sentiment de reconnaissance à l'égard de Genève. Ce canton qui m'a accueilli comme requérant d'asile, comme réfugié au début des années 80 et qui, de manière assez incroyable, donne cette opportunité aux gens qui le composent de pouvoir s'investir, s'engager et puis à la fin de pouvoir devenir président du Conseil d'État, même si on est arrivé ici comme enfant ne parlant pas un mot de français et avec un statut de réfugié politique. Et donc pour moi, c'est une énorme reconnaissance que je ressens aujourd'hui à l'égard de mon canton et d'émotion. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, pas pour l'instant. Alors, j'ai plein de listes, de bilans, de tout ce que vous voulez. Je vous propose d'ouvrir la période des questions. Et on a le temps. J'ai informé mes collègues qui sont dans un déjeuner protocolaire. Donc, il n'y a pas de point de presse du Conseil d'État formel par ailleurs aujourd'hui. Vous recevrez le communiqué usuel avec toute une série de décisions. On avait eu 2 semaines de vacances, donc on avait une grosse séance ce matin. Et puis notamment les dates que je vous disais par rapport à l'élection partielle. Je vous écoute. Qui vous voulez faire? Alors, honneur aux Tessinois. Bonjour, Monsieur Gers, merci pour ce moment. Pour être clair, est-ce que vous quittez la politique ou est-ce qu'il y a eu un moment pendant cette législature qui a fait le déclic, qui vous a donné le moment de commencer cette réflexion d'un point de vue politique? Alors, j'ai toujours vu la vie comme une succession d'opportunités. Donc oui, pour moi, aujourd'hui, je quitte la politique électorale. On ne veut pas résumer la politique au sens police du terme, la préoccupation pour l'avenir collectif, pour les enjeux, pour la pensée. Je pense que chacun à sa manière fait de la politique parce qu'il pense le collectif, il pense son pays, il pense le monde. Ça, j'ai une passion intacte. Y compris d'ailleurs sur les thèmes de mon département, parce qu'à vrai dire, de faire le PAV, de faire la transition énergétique, je pourrais rester 30 ans. C'est des sujets qui me passionnent, donc je n'ai pas de fatigue sur cette matière-là. Par contre, je trouve que j'ai fait mon temps comme élu. Moi-même, je me fatigue moi-même comme élu. Donc à partir de là, il faut passer à autre chose. Donc non, tout ça, si votre question c'est est-ce que j'ai des ambitions fédérales, tout ça, la réponse c'est nine. Non, non. Je ne sais pas comment on dit non en rhétoromanche. Donc maintenant, le déclic, c'est aussi une bonne question, elle est assez intime parce que dans le fond, j'ai toujours, de nouveau dans mon rapport au pouvoir, je me suis régulièrement posé la question d'arrêter, oui, continuer. Ça peut paraître bête, dit comme ça, parce que vous me connaissiez depuis pratiquement 30 ans élu, etc.
Mais régulièrement, j'ai des phases un peu de remise en question, de doute, de pertinence, de lassitude naturelle. Et puis après, il y a une énergie qui reprend le dessus, etc. Je ne me suis pas senti particulièrement dans le creux de la vague, là. Et c'est peut-être ça qui m'a confirmé dans ce choix. C'est que si j'avais senti une envie d'arrêter dans un moment, comme on peut tous en avoir, un peu bluesy, si je puis dire, ou un peu dépité sur un échec politique, là, je me suis plus méfié de moi-même. Mais là, il se trouve que j'ai eu un sentiment un peu du... Ouais, j'ai fait le chemin et puis c'est bien, on peut toujours aller plus loin, mais c'est bien comme ça, en fait. Et ça s'est ancré en moi depuis des mois. Ce que je vous livre aujourd'hui, c'est très clair dans mon cœur, finalement, depuis des mois. Depuis les dernières élections ? Non, plus tard. Sinon, je ne me serais pas représenté. Et puis, puisque vous en parlez, je me suis dit, voilà, est-ce que... D'ailleurs, c'est un troisième mandat. Je me suis posé la question de ce troisième mandat. Mais quand on voit, notamment la loi sur l'énergie, qui est quand même la plus ambitieuse de Suisse et une des plus ambitieuses d'Europe, les enjeux sur le climat, le plan d'arborisation, bref, tout ce que je vous ai listé qui s'est fait ces 2 ans, eh bien, très sincèrement, j'aurais l'impression de gâcher quelque part, de louper un enjeu. Alors, personne n'est indispensable en politique, mais c'est quand même des dossiers qu'il a fallu porter avec beaucoup d'énergie. Je vous rappelle le pataquès, la loi sur l'énergie, c'est une de mes plus grandes fiertés de ces 2 ans au gouvernement, peut-être avec la réalisation d'un des plus grands quartiers de centre-ville d'Europe, qui est le PAV. Mon prédécesseur, quand il m'a remis les clés des départements, il dit le PAF, ça ne sera pas. En train de se faire, c'est une petite fierté personnelle, quelque part. On s'accroche toujours en politique un peu. On se dit, tiens, peut-être là, j'ai fait la différence. C'est très subjectif à part ça. Hein. Mais là, non, je n'aurais pas voulu louper ces 2 dernières années, en fait. Donc, voilà, d'où mon dilemme. Hein. Ça m'a beaucoup occupé, ce dilemme du décalage entre mon cycle politique et le cycle électoral, qui est le cycle institutionnel. Pardon, je ne sais pas qui il y avait. Je vous fasse, puis après. Une question peut-être un peu plus. Ouais, pardon. Oui, une question un peu plus politique. Les Verts sont un peu dans le creux de la vague au niveau électoral actuellement. Est-ce qu'en partant maintenant, vous n'êtes pas en train de mettre en danger votre parti et donc la réalisation de vos idées et des idées qu'il promeut? Oui, alors. Je me suis posé cette question, mais après avoir décidé de mon départ, donc il n'y a pas... parce que moi-même, quand j'étais à Berne, j'étais assez critique de ce jeu au Conseil fédéral où on part tous en cours de route pour des raisons tactiques. Donc ça aussi, ça m'a un peu retenu quand même, etc. Donc je ne pense pas, après, en politique, ce n'est pas une science exacte, je vois mal Genève ne pas avoir un représentant des Verts au gouvernement. Sincèrement, je veux dire, il y a le creux de la vague, le haut de la vague, des vagues, il y a des cycles électoraux. Les Verts sont un peu moins hauts que la grande vague verte il y a quelques années. Ils ne sont pas non plus dans les plus bas niveaux historiques. Les Verts sont plus forts aujourd'hui que quand le premier Vert, Robert Kramer, est rentré au Conseil d'État genevois. Et je pense que si mon parti choisit aussi une bonne candidature, c'est-à-dire une candidature d'une écologie rassembleuse, d'une écologie de la solution, d'une écologie du concret qu'on met en œuvre, qui doit être ambitieuse. Moi, je n'ai vraiment pas à rougir, notamment sur les questions énergétiques, climatiques et tout. On est quand même à Genève, on est quand même sur des ambitions assez poussées si on se compare à d'autres cantons et à d'autres pays. Mais donc, ça implique aussi, pour mon parti, de faire des choix par rapport à ça. Donc, moi, j'ai pas trop de crainte là-dessus. Et puis, de toute façon, cette question se serait posée dans 2 ans pour une élection générale, puisque de toute façon, c'était mon dernier mandat, vous voyez. Donc, voilà, je pense pas. Je pense fondamentalement qu'une partielle est plus facile à gagner, d'ailleurs, qu'une générale. Je pense aussi que le peuple genevois a montré à plusieurs reprises des missions de Calmiret, des missions de Marc Muller, qui rechoisit le candidat de la même couleur politique. Il y a une espèce de vote légitimiste, en fait, qui suit la composition. Après, il y a une élection générale, et là, souvent, le peuple aime bien refaire les équilibres. Mais juste sur la partielle, il y a un côté, on maintient l'équilibre qui a été donné dans la générale. Bon, franchement, c'est mon analyse politique. Hein, je sais pas, voilà, je n'ai pas l'impression que ça soit... si on part du principe que c'est difficile pour les Verts d'avoir un siège au Conseil d'État, ce que je peux entendre, je ne pense pas que c'est plus difficile dans une partielle que dans une générale. Alors, il y avait... Bon, allez-y, ça va alors. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez arrivé au bout d'un cycle, que vous aviez accompli un certain nombre de choses. Vous avez cité la loi sur l'énergie, la mise en route du PAV, etc. Mais toutes ces choses... Enfin, il y a un certain nombre de lois et d'idées qui sont combattues par la droite majoritaire de manière assez virulente. Est-ce que... mettre à votre place
quelqu'un d'un peu moins expérimenté, c'est pas prendre le risque de voir ce que vous avez fait être en partie détricoté? Oui, mais ça aussi, c'est comme ça la vie. On ne peut pas rester parce que moi, très sincèrement, j'ai un enjeu éthique et une posture critique aussi de ces politiciens qui restent pour rester, puis qui s'estiment indispensables. Et puis, franchement, on en voit beaucoup. Et pour moi, je me suis toujours promis de ne pas devenir ça. Donc oui, il y a un risque, mais c'est comme ça. De toute façon, au bout d'un moment, il y a une fin. Il y aura toujours quelque chose à faire. En politique, il y a toujours quelque chose à l'ordre du jour. Il y aura toujours un combat à mener. Mais au bout d'un moment, il faut savoir partir. Alors, sincèrement, s'il a la loi sur l'énergie, l'accord sur l'énergie, s'il est attaqué, j'organise moi le comité référendaire en dehors du Conseil d'État. Donc, aussi, il y a quand même l'avantage de la démocratie suisse où, quand les choses elles sont aussi posées, elles sont. Mais par exemple, pour être honnête avec vous, la loi sur le climat, elle fait l'objet d'un accord entre partenaires, mais elle n'a pas encore été adoptée par le Grand Conseil. Mais il y a encore 6 mois. Je suis encore 6 mois en place. Le Grand Conseil, s'il s'organise, peut tout à fait le faire, mais je ne veux pas vous mentir, c'est vrai que... voilà. Puis après, on verra. Vous dites quelqu'un de moins expérimenté. Je vous rappelle que le gouvernement peut totalement redistribuer les départements dans le cadre de l'arrivée d'une nouvelle personne, et ça, c'est déjà vu. Donc aussi, il faut voir. Donc tout ça reste incertain. J'entends, mais je ne veux pas partir... C'est comme ça, la politique. Alors, en Suisse... On est plutôt quand même sur l'idée d'une continuité institutionnelle, quoi. On ne vient pas casser ce qu'a fait son prédécesseur comme ça frontalement, mais c'est un risque. Mais je me refuse à me considérer comme le rempart de tout ce qui viendra. Et au contraire, je pense qu'un membre des Verts, motivé, courageux, volontaire, eh bien, pourra, avec plus d'énergie que moi, certainement reprendre le flambeau. Madame Lugon. Non, c'était la même question par rapport au coup de Jarnac, en fait, que vous faites au Vert, d'une certaine manière. Maintenant, s'agissant de votre rente, est-ce que vous pouvez nous dire un mot? Est-ce qu'elle sera pleine et entière? Alors, on m'a posé cette question ce matin, puis ça me fait penser que je n'ai pas du tout regardé. Donc, la règle, c'est que moi, je fais partie de l'ancien système, avec d'ailleurs Nathalie Fontanet, Pierre Maudet. Lui, il a le double système, quoi. Il a le salaire du nouveau et la rente de l'ancien. Madame Fontanet, M. Potello, la chancelière d'État, donc on fait partie, vous vous souvenez, au moment de la votation. Donc, il y a une rente qui fonctionne, si je m'en souviens bien, elle monte jusqu'à 12 ans de mandat, et après, elle monte en fonction de l'âge. Donc, en partant plus tôt, j'aurais forcément une rente plus basse que celle que j'aurais si je restais jusqu'au bout. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que ça se dégrade de 1% par année de moins. Donc c'est ça. Mais je ne sais pas combien ça fait en francs. Mais vous avez compris le système. Donc il y a un double mécanisme. Il y a ce mécanisme de l'ancienneté. Et là, oui, je suis en plein, mais maintenant ou dans 2 ans, j'ai déjà atteint les 12 ans. Puis après, ce qui me sera diminué, c'est les années qui me séparent des 60 ans. Où là, la rente pleine et entière, c'est le Conseil d'État qui a fait 12 ans et qui a 60 ans. Donc on part avant. Ouais, c'est un système, je ne vois, qui, à mon sens, c'était bien fait. Ça nous aurait évité à Berne le débat sur Ruud Metzler, vous vous souvenez? C'est-à-dire que si on arrête jeune, on a d'autant moins. Et ça augmente plus après, c'est pour toujours. Donc moi, en arrêtant, entre guillemets, 2 ans ou 3 ans plus jeune que si j'allais jusqu'au bout du mandat, j'aurais 2 ou 3% de moins que si j'allais jusqu'au bout. Mais je n'ai pas calculé comme ça. Ceci dit, j'arrive sur mes 50 ans, j'entends m'engager de manière professionnelle pleine et complète. Je ne me vois pas en retraité. Non. Au cours de votre mandat, vous avez fait l'objet d'un grand nombre de critiques de la part des défenseurs des villas, mais aussi de ceux qui estiment que le développement de Genève au cours de ces dernières années a été exagéré. Pour eux, vous êtes, Anthony Hodgers, le bétonneur. Un dernier mot pour ces gens-là? Non, mais ça me fait sourire parce que vous, Monsieur Breton, qui suivez la politique genevoise depuis longtemps, vous vous souvenez quand j'ai été élu en 2013 que tout le monde disait il faut construire, crise du logement, et que tout le monde avait peur qu'un Vert bloque complètement la construction de logements, alors que c'est vrai qu'on n'a jamais construit autant à Genève ces dernières années que depuis les années 70. Donc pour remonter à de tels volumes, voilà, je continue à penser que la qualité de vie, que la prospérité, que la neutralité carbone passera par la ville des courtes distances, par la diminution du modèle où Genève attire ses actifs, mais
ne veut pas leur donner les logements et donc demande à la France voisine de les loger, chose qu'elle fait avec des distances de plus en plus grandes, pour ensuite se plaindre du flot de pendulaires automobiles, alors que les gens n'ont juste pas le choix, parce qu'ils ne trouvent pas un logement à Genève, et puis le CEVA, c'est bien, mais il est blindé. Donc voilà, je ne vais pas vous refaire tout mon discours là-dessus, mais quelque part, ça sera intéressant le débat qui va suivre, parce qu'une chose que je dois quand même vous avouer, c'est que je me suis retrouvé assez seul ces dernières années à défendre un développement urbain qualitatif, mais quand même développement de Genève. Et que c'est devenu un thème extrêmement peu mobilisateur, en fait. J'ai eu des oppositions, y compris d'ailleurs des oppositions surprenantes. Par exemple, le fait que le PLR se soit opposé au PAV à plusieurs reprises, c'est quand même assez surprenant qu'on y pense. Mais j'ai navigué avec ces eaux-là. Et donc, le débat sur la croissance, qui est la croissance économique et la croissance démographique, lui, il va se poursuivre. Et je me réjouis de voir la personne qui va reprendre ces questions-là en matière d'aménagement, parce qu'elle fera face aux mêmes contradictions un peu de la société genevoise, qui d'un côté vote des lois fiscales, des lois économiques attractives, on parle d'attractivité, toute la promotion économique, c'est on veut grandir, etc. Et puis à la fin, qui dit croissance économique, comme l'a dit Durand Matt, dans une période pareille, dans les années 70, ils voulurent des bras, ils eurent des âmes. C'est-à-dire qu'on veut la force de travail, mais en fait, il y a des gens qui viennent, il faut des écoles, il faut du logement, il faut des espaces publics, il faut juste des infrastructures qui vont avec cette croissance. Et ça, c'est vrai, M. Breton, que le peuple a voté, entre guillemets, de manière contradictoire. C'est-à-dire, on soutient le développement économique, on soutient un discours majoritaire d'attractivité, mais ensuite qu'on dit, bon, alors du coup, il faut loger, il faut construire pour tous ces gens-là l'urbain, qui est la conséquence de cette attractivité. Alors là, non, et on a fait face à quelques refus. Mais finalement, les refus populaires en matière d'aménagement, on en a beaucoup parlé, donc on a calculé sur les 25 qu'on a fait passer, qui étaient sur la table, il y en a 2 ou 3 qui ont été refusés. Donc aussi, il y en a beaucoup de PLQ et beaucoup de MZ qui sont passés. Faudrait-il accoler à votre nom? Ce n'est pas Antonio Gers le bétonneur, c'est Antonio Gers le Antonio Gers. Point. Je sais pas les noms, je sais pas, on personnalise trop, c'est pas. Non, sincèrement, je pense qu'il faut se garder aussi d'une culture qu'on voit plus chez nos voisins français, pardon, monsieur Jouzon, de surpersonnalisation des lois qui portent des noms d'élus. J'ai horreur de ça. Parlons des dossiers, parlons de nos contradictions. On veut tous un bon salaire, une prospérité, puis après, on ne veut pas des grands immeubles en face de nous. On est tous comme ça, en fait. Donc, du coup, je préfère, voyez, ne pas surpersonnaliser cette question-là. Vous avez raison qu'elle a été comme telle, et de dire, mais non, c'est des contradictions intrinsèques. Franchement, on est un des rares peuples au monde à se plaindre d'une surcroissance. Je veux dire, regardez ce qui se passe en Europe, sans parler de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Mais c'est vrai que nous, la machine tourne à plein pot. On est sur la Suisse, en général. On a une initiative de 10 millions de l'UDC qui traite un peu de cette question-là, de peur de la croissance. Donc, voilà, je trouve qu'on est toujours à Genève dans cette position. On est une petite ville, mais on veut quand même les infrastructures d'une grande ville. Et puis, on peine à assumer le fait qu'on est une agglomération d'1 million d'habitants, ce qui fait de nous une agglomération de taille moyenne à l'échelle continentale, à l'échelle européenne. On se voit toujours un peu petite ville. Et ça, c'est pas Gers bétonneur ou pas, c'est notre culture collective, en fait, qui veut ça. Et les mêmes qui se plaignent qu'ils ne trouvent pas un logement pour leurs enfants vont faire une pétition pas possible parce qu'il y a un arbre qui a été abattu pour construire un logement pour leurs enfants. C'est comme ça, c'est le lot de nos postes. Oui, allez-y, j'ai pas d'autres... Est-ce que vous avez une activité prévue? Vous avez une idée très claire de ce que vous allez faire? Alors, là-dessus, je ne peux pas encore en parler. J'en parle pas. Il y avait Mme Fressard, je crois. Oui, Monsieur Gers, j'aurais voulu savoir comment vos collègues du Conseil d'État ont réagi à votre annonce ce matin. Bon, c'était pas vraiment une surprise à cause de certains médias. Alors hier soir. Non, écoutez, je ne me permets pas de commenter la réaction de mes collègues. Voilà. Agréablement surpris, paniqué par l'incertitude. Vous allez vous les décortiquer dans leur body language quand vous leur poserez des questions. Il ne m'appartient pas de commenter la réaction de mes collègues.
Donc vous allez démissionner aussi du poste de président du Grand Genève. Quel bilan et quel héritage vous laissez sur le Grand Genève et quels sont les freins aujourd'hui du Grand Genève? Vous êtes rude là, parce que c'est pas un secteur sur lequel je peux partir la conscience tranquille. J'en ai informé le coprésident du GLCT de Grand Genève, la maire d'Annemasse, question du PC hier soir. J'ai informé évidemment la préfète de région, les préfètes de département, ainsi que tous les partenaires. Il faut le savoir, c'est moins connu sur le territoire genevois, mais la présidence du Grand Genève et la coprésidence du CRFG est une fonction qui m'occupe beaucoup, en fait, qui est un peu ad hoc du poste de conseiller d'État, et qui fait que j'ai la chance, et pour moi c'est un vrai plaisir et un vrai intérêt, M. Colson le sait, de pouvoir fréquenter les institutions françaises. Je pense qu'on est en deçà de ce qu'on pourrait faire au niveau du Grand Genève. C'est vraiment la gouvernance par rapport aux enjeux territoriaux, économiques, par rapport aux enjeux de mobilité, environnementaux, tout ce qu'on a parlé. Cette agglomération d'1 million d'habitants, Genève est une agglomération, c'est comme, je regarde, c'est Zurichstadt et puis le canton de Zurich, c'est-à-dire c'est ça, mais sauf que nous, l'arrière-pays, c'est la France en fait. On n'a pas la chance historique d'être comme Zurich avec une ville au centre et d'un canton qui correspond peu ou prou et qui dépasse l'agglomération zurichoise, qui elle-même dépasse la ville de Zurich. Et donc on essaie de recréer ça à l'échelle binationale et c'est super intéressant, intellectuellement parlant, mais par contre en termes de résultats concrets, on est, je ne cache pas, on est en peine. On est en peine à cause des décalages, des situations politiques différentes, des disponibilités financières différentes, combien même la contribution genevoise quand même atteint gentiment des hauteurs de près de 400 millions de francs annuels. Hein. C'est quand même des montants considérables pour les départements. Si on les compare au département de France, je recevais récemment la présidente d'un département de l'Est français. Je veux dire qu'on parle d'autre chose. On parle d'autre chose quand même. Mais on parle d'autre chose aussi quand on regarde les budgets de Genève par rapport au budget français. Je rappelle que le budget du canton de Genève est plus important que le budget de la mairie de Paris. Hein. Juste comme ça. Et en plus des prérogatives régaliennes. Donc juste comprendre les différences institutionnelles qui sont les nôtres font que c'est fascinant, mais on peine à avancer. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a besoin de quelque chose, d'une nouvelle dynamique régionale, mais pardon de le dire, c'est pas trop mon genre, mais là, on est en conférence de presse particulière, mais il faut vraiment que les autorités françaises communales, intercommunales, départementales, régionales et préfectorales s'alignent. Genève ne peut pas être chaque fois un espèce d'arbitre et dire oui, on va appeler la Suisse pour se mettre d'accord entre nous. Non, c'est pas... Je plaisante souvent avec ça, mais au bout d'un moment, il faut aussi que les acteurs nombreux et variés qui composent, que nous, on appelle, de manière un peu coloniale, je trouve, la France voisine, bref, la France qui gravite autour du pôle économique genevois, aussi partage des visions et arrive avec quand même une position plus forte. Et je ne vous cache pas que les rivalités partisanes et interpersonnelles compliquent énormément cette construction-là. J'espère qu'ils ne voudront pas d'avoir été... Mais je leur ai dit à tous ça, hein, tous. Mais je vous le dis aussi publiquement parce qu'il faut qu'on sorte de ça et on prend du retard. On n'a même pas fait un malheureux PPCR depuis 10 ans alors que tout le monde est d'accord. Et ça ne va pas. Il faut vraiment qu'on avance. Ça fait des années maintenant qu'on attend qu'avec mon collègue Mondet, on a posé sur la table les choses de manière claire sur surmonter le trauma de 2014 où Genève a refusé les PPCR. On y revient, on est prêt, puis c'est côté français que c'est pas prêt. Et là, il faut qu'on secoue le côté. Magnifique défi de nouveau. Il faut savoir, pour tout le monde, ce Colson le sait, qu'on est, en termes de gouvernance, de toutes les villes transfrontalières, on est, par rapport à l'Allemagne, par rapport au Luxembourg, etc., une des gouvernances les plus intégrées d'Europe. Quand même. Donc le Grand Genève est souvent cité en exemple dans les conférences européennes de collaboration transfrontalière. Mais même comme ça, je trouve qu'on peut faire beaucoup mieux. Est-ce que vous continuerez d'habiter Genève ? Ouais, je crois. Ces prochaines années, pas de déménagement en vue ? Je sais pas, vous savez, je décide pas tout seul de la vie, mais je sais pas, qu'est-ce que vous entendez ? C'est pour... vous avez des enquêteurs qui me font construire une maison à Divonne ? Non, ou ailleurs en France, je sais pas. Non, je suis heureux propriétaire d'un très cher appartement au Charmy et je n'ai pas prévu partir, non.
Pas du tout, mais je ne sais rien ce que me réserve la vie. Donc, si dans un an, avec mon épouse, on décide d'aller ailleurs, ça sera comme ça. Mais non, pas du tout. Et même, je m'engageais professionnellement. Mes enfants sont scolarisés à Genève. Non, je suis pas dans une optique de... Je prends des amours avec Genève, au contraire. Gonfle parfois, comme tout le monde, mais je ne suis pas du tout en désamour. Tu avais une question? Non. Voilà. Si, Mme Sespina. Il est là. Vous semblez très soulagé, très souriant. On comprend les raisons que vous nous avez expliquées, mais vous dites arriver à la fin d'un cycle. C'est vrai que vous avez quand même été élu il y a 2 ans. C'est vrai qu'une complémentaire, vous semblez serein, mais ce n'est pas l'analyse de tout le monde quant au potentiel siège pour les Verts. On sait que la droite est prête à se lancer aussi. Est-ce que vous assumez peut-être une part aussi d'égoïsme dans cette décision? Ouais, je vous laisserai faire la psychologie des élus si vous estimez que là est la fonction de journaliste. Je ne pense pas. Je me suis expliqué sur le choix personnel. Appelez ça égoïste si vous voulez. Il y a une part de choix personnel, mais je trouve qu'il n'est pas sans effet sur l'institution. J'ai pas envie de faire le tour de carrousel de trop. Et j'ai trop vu de politiciens le faire. Et je sais ce que ça donne. Ça donne des blabla, des trucs de ce flottement comme ça, qui passent très bien. On peut faire d'ailleurs une carrière politique comme ça. Sérieusement. Voilà. C'est juste pas mon genre. Moi, le pouvoir, pour vous dire mon approche philosophique et personnelle, c'est que le pouvoir n'est pas une fin en soi, mais un moyen. C'est un moyen de réaliser des objectifs qui, pour moi, comme démocrate, sont des objectifs présentés dans le cadre d'un programme, celui de mon parti, celui de mon... et ensuite matérialisés dans le cadre de dialogue, dans un programme de législature qui devient là un programme institutionnel. Et quand j'estime que j'ai réalisé l'essentiel de ce que je pouvais réaliser, eh bien, être au pouvoir, quelque part, à la fin, étant la réalisation du programme, et pas le pouvoir. Et donc, le moyen n'est plus nécessaire à cette fin-là. C'est vraiment là. Maintenant, de nouveau, je pense, mais on verra au mois de septembre qui aura raison, mais je pense que la configuration d'une partielle 1 contre 1, on verra ce qui devient de l'alliance de droite, parce que je rappelle quand même, pour la première législature de l'histoire de Genève, il y a une alliance entre le PLR et le Centre et l'UDC et le MCG, que l'UDC et le MCG n'ont pas eu de candidat élu au Conseil d'État, et que donc, assez légitimement, ils vont dire à leurs alliés, c'est notre tour. Donc on risque de se retrouver, la population genevoise risque de se retrouver avec le choix entre une candidature verte et une candidature UDC ou MCG. J'estime que c'est tout à fait une configuration adéquate pour l'emporter. Et je sais qu'il y a la vague populiste, je sais tout ça, mais j'ai quand même ce sentiment qu'à Genève, cette fibre et cette considération par rapport à une politique d'ouverture, par rapport à une politique de la durabilité, par rapport à une politique aussi de la solidarité qui doit pouvoir se manifester. Et très sincèrement, c'est mon analyse. À part ça, voilà, de nouveau, je ne peux pas clairement répondre à votre question dans le sens que c'est une décision personnelle, que j'assume comme telle, mais que c'est une décision personnelle qui, pour moi, me semble la plus respectueuse de l'institution et de l'électorat. Et ça, pour moi, c'est très important. Pour le dire autrement, si là, maintenant, on a une attaque, on a une situation grave, on a un Covid et tout, il faut que je reste, parce que ce n'est pas possible. Je reste 2 ans sans problème. J'ai l'énergie, j'ai le temps, je suis motivé. Il faut que ça fasse sens, en fait. Et c'est ce sens en politique qui, pour moi, est fondamental et qui, effectivement, dans le constat en disant mais tiens, finalement, j'ai réalisé en demi-législature les objectifs de la législature et que là, j'aurais le sentiment de rester pour rester qui m'a fait conclure que je peux partir, en fait, l'esprit serein. Mais voilà, de nouveau, c'est vraiment des considérations assez personnelles et assez intimes que je vous livre là. Ça peut paraître un peu contradictoire pour le public, c'est qu'un Vert qui dit « j'ai fait ce que j'avais à faire », alors qu'on sait que les catastrophes climatiques vont arriver de plus en plus fort, de plus en plus, le réchauffement se fait de plus en plus concret. On se dit, mais en fait, des choses à faire, il doit y en avoir encore beaucoup pour un Vert. Et c'est là que ça peut paraître peut-être étonnant. Oui, mais j'ai fait ce que je pouvais faire. C'est ridicule, cette histoire de « on va sauver le monde ».
déjà le monde va se sauver tout seul. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que je renonce pas à mes convictions écologistes et nécessaires combats, et j'entends d'ailleurs le poursuivre par d'autres biais aussi, qui ne sont pas la politique électorale, j'ai déjà répondu, mais qui restent de ces questions-là. Mais c'est comme s'il n'y a que moi qui pouvais porter ce projet vers là. Non. Votre question, elle donne ce sentiment-là. Alors l'écologie va tomber. Non, il y aura des forces vives qui vont reprendre le flambeau, et puis peut-être, et je l'espère mieux que moi, avec plus d'énergie que moi, avec plus d'idées, plus de créativité, plus de courage. Donc non, on n'est pas indispensable, quoi. J'ai fait mon temps, en fait. Et c'est pas parce que j'ai le sentiment d'avoir fait mon temps que j'estime qu'il n'y a plus rien à faire en matière d'écologie. Bien au contraire. C'est cette articulation entre la cause générale et collective et le parcours personnel. Au bout d'un moment, il faut comprendre où voilà, c'est aussi comme un... Voilà, il y a des sportifs qui arrêtent leur carrière trop tard. Voilà, au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter au bon moment. Puis c'est pas qu'il y aura plus rien de magnifique dans le sport ou dans l'écologie, mais c'est à d'autres de le porter. Et de savoir passer le flambeau à temps, c'était la question qui m'était posée avant. Est-ce que quelqu'un moins expérimenté, etc. Oui, bien sûr, moi aussi j'étais moins expérimenté il y a 12 ans que maintenant. Je le vois d'ailleurs, j'ai besoin de 3 fois moins de temps pour faire la même chose que je faisais il y a 12 ans. C'est normal. Mais c'est le cycle de la vie que de laisser sa place aux jeunes, et puis qui refassent leur expérience, puis qui fassent autrement, et puis je dis oh là là, j'aurais jamais fait comme ça, puis tant mieux qu'ils fassent comme ça, parce que c'est comme ça aussi que la société bouge, c'est comme ça que la créativité en politique se fait. Donc non, c'est pas du tout un abandon de la cause, pour utiliser ce terme un peu anglo-saxon, mais plutôt, à nouveau, le fait est que ce serait d'une modestie crasse de penser qu'il n'y a que moi qui peux la porter. Et je pense qu'il y a des forces vives, des compétences dans mon parti qui sont tout à fait capables de reprendre le flambeau. Moi, je voulais juste que vous reprécisiez ce que vous avez expliqué tout à l'heure. La loi climat, elle est, si j'ai bien compris, pas encore sous toit, mais vous estimez que dans les 6 mois, elle pourrait être votée, c'est ça, hein? Oui, donc on a eu, vous vous souvenez que la loi climat a fait l'objet d'un rejet par le Parlement, par la Commission, parce qu'il y avait déjà une mouture. On a repris, puis on a fait, en fait, avec la loi climat, ce qu'on a fait sur l'énergie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un accord de tous les partenaires économiques, environnementaux, syndicaux, etc. Et donc, on a fait un compromis qui est rédigé, qui est une loi cadre, hein, c'est une loi assez longue, et qui donc a été déposée il y a plusieurs mois déjà à la Commission de l'environnement, qui ne la traite pas pour l'instant. Mais quelque part, les choses sont faites, c'est-à-dire, et d'ailleurs, ces prochains mois, j'irai volontiers la défendre en commission, mais quelque part, le job qui avait été de recréer un consensus et de négocier chaque virgule, tout ça, ça a été fait. Hein. Il y a eu une communication aux médias là-dessus. C'est peut-être un petit peu inaperçu. Mais voilà, c'est juste ça, pour vous dire que c'est pas cap. Il n'y a rien à faire non plus ces prochains mois. Puis, de toute façon, il y a toujours les affaires courantes, etc. Mais c'est juste ça. Alors que la loi sur l'énergie, elle est votée. Si on veut la changer, il faut... Tout bon, cette fois? Juste une précision, quand est-ce que vous avez véritablement acté cette décision-là? En mon fort intérieur. Vous étiez sûr? Ah non, acté, c'était ce matin. J'ai hésité d'ailleurs. À cause de certains. Ouais, je dirais que ça fait plus ou moins... Je sais pas. Je sais pas si ces décisions... On s'en vit tout ça, on a ces décisions dans la vie, notamment pour changer de boulot, comme ça, ou peut-être des décisions plus personnelles qui, des fois, mûrissent. J'arrive pas à la fixer un jour donné. C'est plutôt quelque chose, un sentiment qui s'est installé, et qui, une interrogation en moi qui s'est installée en disant, mais quand j'aurais fait ce que j'estime que je pouvais faire, il y a beaucoup d'autres choses à faire, mais en tout cas, de ce que j'estime, de ce que je peux amener moi, je sais pas, quelques mois, je dirais. Mais il n'y a pas un jour où je me suis dit ah, là c'est décidé. C'est plutôt le constat de ce sentiment sur lequel j'ai introduit cette conférence de fin de cycle politique, du sentiment que j'ai fait ce que j'avais à faire, ce que je pouvais faire, ce que mes capacités m'ont permis de faire, et que je pourrais évidemment, j'ai l'énergie pour continuer à gérer un département, donc ce n'est pas un épuisement du tout. Puis au contraire, il y a des choses qui vont vraiment me manquer en termes de dossiers notamment. Et des collaborateurs. Mais je me suis beaucoup à nouveau questionné sur le fait, ouais, mais elle est où ta valeur ajoutée?
Si tu es au pouvoir, c'est pour une valeur ajoutée. Et si tu sens qu'il n'y aura plus quelque chose qui fait vraiment la différence en termes de réforme et autres, j'aurai le sentiment de devenir un imposteur. J'estime que les gens qui sont au pouvoir ont une énorme responsabilité déontologique, qui est celle de l'honnêteté d'abord, et qui est celle de l'action, du courage de l'action. Et que si on est au pouvoir juste pour l'aide, pour le poste, pour la lumière, pour le statut, pour que sais-je encore, c'est une forme d'imposture que pour ma part, je ne veux pas tomber. J'ai toujours été critique. Donc, vous voyez, il y a ce dialogue avec moi-même qui s'est instauré là-dessus aussi. Je suis désolé, je n'ai pas la réponse précise. Vous semblez sceptique, je sais que je ne réponds pas en tout au schéma. Monsieur Fass, petite question. Oui, juste une dernière question sur votre parti. Alors, c'est une décision personnelle, d'accord, mais est-ce que c'est une décision que vous avez prise en concertation avec votre parti? Je l'ai informé. C'est une décision personnelle. Faut pas... On est seul au pouvoir. C'est une vue de l'esprit de croire qu'il y a quelque chose, bien sûr, qu'on a un parti, bien sûr qu'on est entouré, etc. Mais on est seul au pouvoir. Et cette charge-là, ce fardeau, il se gère effectivement de manière assez seule. Donc après, il y a le respect des collègues, du parti, etc. Bien évidemment, mais je trouve... les gens, les élus qui vous disent oui, en concertation, oui, en fait, c'est une manière d'habiller qu'ils ont informé leur parti. On est bon cette fois? Merci beaucoup de votre écoute attentive.